l'administration, c'est à ce côté-là. Hein. Quand on fait un texte, une note signée par 8 directeurs, parce que comme j'en avais 8 au COSTRAT, ils ont tous voulu signer le bazar. Hein. Bon. Mais d'un autre côté, c'est très pratique. Parce que c'est du béton. Vous pouvez vous appuyer dessus. Typiquement, ce qu'on a mis dedans et qui est important, qui peut vous intéresser, c'était d'une part les compétences dont on avait besoin. Parce que l'agilité, ça c'est quelque chose... Bon, ça mériterait débat, mais je pense que l'agilité est exigeante en termes de compétences. Donc, typiquement, on avait bien cadré les compétences qu'on voulait, et on avait dit, si vous voulez que ça marche, il nous faut ça comme compétences, en termes métiers et en termes techniques. On avait 3 architectes techniques et 3 archivistes, je dirais, rien que sur ce programme. Donc, toute l'équipe de pilotage était administration et interne en plus. Trouver 3 architectes techniques en interne, je peux vous dire que c'est pas simple dans l'administration. Bon. Ensuite, on avait parlé des règles de reporting. Parce que oui, ça va être administratif, etc. Mais il vaut mieux les cadrer, parce que si vous ne voulez pas que ça enfle, voilà. Donc, cadrer les règles de reporting. On avait défini un certain nombre de jalons clés. Alors, comme je vous ai dit, il y avait la bêta, ça, c'est pas moi qui l'avais dit, hein, c'était Dinzik qui avait dit si au bout de 9 mois ça ne m'intéresse pas, on arrête. Donc, ça nous avait bien stimulé. Et puis, on a aussi mis le budget. Alors, ça aussi, le budget, c'est important à sacraliser dans l'administration parce que parfois ça s'évapore. Alors, je dirais le gros avantage que j'avais, c'est que c'était un accord multipartite. Donc, comme les différents ministères avaient signé, aucun ne pouvait se dédire de manière unilatérale. C'est moins facile quand c'est au sein d'une seule structure qui peut éventuellement se dédire, hein, ça ne pose pas de problème. Mais quand c'est avec des petits camarades, ça devient plus compliqué. Et puis on avait même dit caractéristiques des locaux qu'on voulait, en particulier, avec des capacités d'avoir des grandes pièces et d'avoir des pièces pour chaque équipe agile. Donc c'était un peu luxe le contrat qu'on a fait, mais ça nous a été très utile. Alors, pour chacun de ces termes, je vous donnerai le petit atout secret. Pour avoir le pacte comme il fallait, pour avoir le contrat bien signé et tout, il y avait quand même un truc clé, c'est d'avoir un sponsor qui promouvait l'agile parmi les signataires. Et donc qui lui a veillé à ce que ce qui soit mis ne soit pas anti-agile. C'était Dinzik à l'époque. Alors, le deuxième point, c'est assumer votre liberté. Parce que l'agilité, ça va avec une certaine liberté. Donc, je m'installe, je m'organise comme je veux, je respecte un certain nombre de jalons, de choses, etc. Mais je suis un peu libre. Mais on ne peut pas être libre tout en demandant sans arrêt à papa et à maman de faire pour soi. Du genre, ah ben oui, je veux les locaux comme je veux, mais alors il va falloir venir me les installer tel jour comme ça, avec tel bureau là, etc. Non, on a déménagé nos bureaux, on a construit des choses. Pour tout vous dire, on a fait des choses même très limites, parce que le 5e étage, on avait le 5 et le 6. Le 5e étage avait l'arrivée EDF grillée. Donc, ce n'était pas pratique pour mettre des ordinateurs. Alors, on a fait passer une rallonge du 6e au 5e par la fenêtre. Voilà. Mode start-up, quoi, vous voyez. Et donc, ça, c'est important surtout sur l'infra, sur la logistique, sur le RH. Plus vous revendiquez de liberté, plus il faut être autonome au sens je fais ce qu'il faut moi tout seul. Je ne vais pas sans arrêt demander à ce qu'on fasse pour moi. Le petit atout pour ça, c'est la carte achat. Voilà. Qui permet d'acheter des petits trucs à 100 balles, 200 balles, un livre, un machin, etc. sans demander à papa, maman et passer par un process qui va durer 3 mois. Alors ensuite, sachez que vous ne savez pas. Alors moi, j'arrivais, comme je vous ai dit, si j'ai fait faire de l'agile, donc je me suis formé à l'agile pour bien comprendre comment ça marchait et tout, mais je n'avais jamais fait. Par contre, j'avais quand même, à l'époque, plus de 20 ans de carrière dans la haute fonction publique, donc les rouages de l'administration, ça je connaissais. Bon. Donc je savais ce qu'il fallait faire pour, je dirais, bien conditionner un COSTRAT, aller voir les directeurs avant, leur causer, les caresser dans le sens du poil, et ça je maîtrisais. Alors l'agile, pas du tout. Mais typiquement, dans une posture de directeur de programme agile ou de projet agile, on pourrait très bien imaginer je dirais, mon opposé, mon symétrique.
quelqu'un qui connaît bien l'agile, mais qu'on plonge dans l'administration, splotch. Et lui, il aurait très bien connu l'agile, mais par contre, les codes de l'administration, comment on fait pour caresser dans le sens du poil les directeurs, etc. Bon, ben dans un cas comme dans l'autre, il faut comprendre l'autre. Donc c'est pour ça, sachez que vous ne savez pas, c'est rare d'avoir les deux compétences à la fois, et quelque part, il faut travailler sur la compétence qu'on n'a pas. Et moi, typiquement, j'ai travaillé sur la compétence de l'agilité. Donc, je me suis formé, j'ai bien regardé comment ça tournait, je me suis bien planté. Et puis, je dirais, mon atout secret, ça a été un coach en qui j'ai vraiment pu avoir confiance, qui pouvait me dire, et il me l'a dit, tu fais de la merde, qui pouvait me dire, là, tu n'es pas du tout dans l'esprit agile, attention, tu es en train de te faire bouffer par le reporting, le machin, etc., remets un équilibre. Et donc, c'était important que j'admette et j'accepte de ne pas savoir. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident dans l'administration. Alors... sacrifier aux divinités tutélaires. Qui sont les divinités tutélaires? C'est celles qui nous protègent, qui nous apportent la bonne fortune, les moyens. En clair, c'est les directeurs. Et donc, il faut faire ce qu'il faut. Je vous disais que j'avais les codes de l'administration. Donc ça n'a pas été forcément si dur. On était un certain nombre à les avoir, et c'était très, très important. Donc, typiquement, on faisait des costrates bien formelles, avec une belle table autour de laquelle on mettait les champs. On prévoyait ça 1 mois et demi à l'avance. On faisait un dossier de 30 à 40 pages par costrate, donc 3 fois par an, expliquant où on en était, ce qu'on avait fait, pas fait, les problèmes qu'on pouvait avoir, les solutions qu'on avait trouvées, le burn down, donc où on en était, quelle était la révision éventuellement du contenu des différentes releases, etc., etc. Donc du pilotage, mais béton. Et je prenais mon petit dossier, j'allais voir mon DG, directeur des Archives de France, puis mon DG d'INUM. Je faisais en sorte que les 2 têtes de pont, j'ai bien dit pont, soient bien avec moi pour diriger le truc. Et derrière... les autres directeurs, quelque part, je dirais, ça se passait assez bien du moment que ces deux-là étaient vraiment d'accord et embarqués. Bon. Donc vraiment, c'était quelque chose d'important de sacrifier à ces divinités tutélaires et de faire tout ce qu'il faut. Malheureusement, il y en a un certain nombre qui, dans l'agile actuellement, considèrent que l'administration, c'est un tas de vieux cons et qu'on peut faire sans. Je pense que c'est une erreur, personnellement. Et je pense qu'il faut justement essayer de calmer ces divinités qui peuvent aussi envoyer leur foudre quand elles ne sont pas contentes. Donc, on ne sacrifiait pas les développeurs, ni personne d'ailleurs, mais parfois, on se cognait quand même des dossiers qu'on n'avait pas envie. Alors, le petit atout secret a été une consultante hyper spécialiste de la fonction publique, donc qui connaissait très bien nos rouages, mais en même temps jeune, et qui s'insérait complètement dans la logique, dans la dynamique de l'agilité, et qui prenait une grosse partie de cette charge de formalisation. Alors, ce n'est pas elle qui pouvait créer le contenu, bien sûr, mais qui le formalisait beaucoup, qui nous aidait justement sur ces tâches que personne n'aimait trop. C'est quand même des informaticiens dans tout ça, donc des gens qui n'aiment pas écrire, qui n'aiment pas formaliser pour des chefs, et là, elle nous aidait bien. Alors, petit point supplémentaire, quand je vous ai dit qu'on ne sacrifiait pas des devs ou autres, quelque part, on devait même protéger les équipes. Et ça, c'était quelque chose d'important. Donc, on sacrifiait à nos divinités, on faisait un formalisme, on faisait des costrates, etc. Mais ce n'était pas forcément quelque chose d'important pour les équipes agiles en dessous. Et c'est intéressant, j'ai vu une conf hier où on disait même que les équipes ne se rendaient pas compte qu'on les protégeait de ça. Et ça, c'est vrai, mais tant pis. S'ils sont suffisamment protégés et qu'ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'on a bien fait notre taf.
Alors, mon dernier petit point. Utiliser la rigueur de l'agilité. Alors, j'ai un adage que j'aime beaucoup, c'est que l'agilité s'oppose à la rigidité, pas à la rigueur. Et donc, il faut arrêter de dire « Ah ben oui, mais c'est agile, je ne peux pas planifier, je ne peux pas savoir ce que j'aurai au bout du compte, il faut me laisser mes marges de manœuvre, etc. etc. » Non, non, l'agile, c'est fait justement pour gérer. Et on l'a vraiment géré. Alors déjà, on a géré sur le bout des doigts je dirais, tous nos budgets, parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'on avait externalisé tout le développement, donc tout le pilotage était côté administration, mais tout le développement était entièrement externalisé. Développement et intégration, parce qu'on avait une équipe d'intégration. Oui, j'ai découvert récemment qu'on était en modèle Nexus, je ne connaissais pas. Il a été fait en même temps que nous, on l'a mis en place. Bon. Et donc tout ça a été externalisé. Donc il fallait gérer ça parfaitement, mais surtout, on a vraiment géré ça sur le genre, on a un budget, des moyens qui sont de tel niveau, pendant tant de temps, et qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Et qu'est-ce qu'on fait au mieux? Et donc en apportant de la valeur progressivement, et à chaque release en apportant de plus en plus de la valeur. Ça n'a pas toujours été facile, parce que tous les archivistes avaient leurs marottes, leurs idées, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça, puis quand vous avez 3 équipes de 3 ministères différents, plus notre équipe interne qui avait une vision transverse, qui ont chacun leur idée, ben, quand vous faites la mise en commun de tout ça dans un Moscou, tout est prioritaire. Donc ça, on l'a fait une fois, on l'a pas refait 2. Et donc on y a travaillé, mais finalement, on a quand même réussi à même oublier des choses qui avaient été considérées comme fondamentales dans les premiers pas. Et à les abandonner. Mais je ne sais même pas s'ils sont encore implémentés. Et ça, c'est très très important, et c'est quand même un projet, et ça je m'en enorgueillis, qui n'a pas dérivé ni en délai ni en moyens. Et au panorama de l'État, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Justement parce qu'on l'a piloté en agile, et qu'on a dit, ben voilà, maintenant on a tant de moyens pour durer encore tant de temps, après ça s'arrête, qu'est-ce que vous voulez dans ce cadre-là? Et tous ont joué le jeu, et avec des jalons clairs, un pilotage en roadmap avec à chaque release des nouvelles fonctions, etc. Ça marchait très bien. D'ailleurs, on avait commencé, pour tout vous dire, par une story map, outil que j'aime beaucoup et qui me semble très utile, et qu'on a fait évoluer progressivement. Donc là aussi, ce n'est pas un plan qui doit rester à demeure et éternel. On a une vision démarrage et progressivement, la story map évolue et change en fonction de la compréhension des archivistes, enfin en l'occurrence des archivistes, et je dirais même en fonction progressivement que le métier prend confiance sur le fait qu'on lui apporte la valeur qu'il attendait et que donc il peut se dire si je lâche ça parce que je considère que ça a plus de valeur, je l'aurai vraiment. Alors que s'il n'y croit pas vraiment à cette promesse-là, il ne va pas lâcher. Alors, moi, ce que je veux dire là, c'est l'atout secret, c'est de vraiment utiliser toutes les clés de l'agilité pour faire ce pilotage au mieux et utiliser justement toute la rigueur que permet l'agile et qui permet de rassurer quelque part. Alors, comme vous l'aurez compris, pour moi, le rôle de directeur de projet agile, c'est un porteur pivot qui joue avec les règles des deux mondes. Mais c'est un porteur pivot, c'est-à-dire il a le feu dans une main, il a l'eau dans l'autre, mais il est vraiment entre ces deux mondes. Et s'il verse l'eau sur le feu, ou s'il met le feu dans l'eau, ça ne se passe pas toujours très bien. Donc c'est une position extrêmement inconfortable, où les agilistes vont vous traiter d'administratifs, et où les administratifs vont vous traiter d'agilistes. Mais c'est en même temps quelque chose d'assez jouissif quand on arrive vraiment à jouer avec les règles des deux mondes. Parce qu'on peut utiliser, je dirais pas l'un contre l'autre, mais l'un pour pallier les failles de l'autre. Parce que si l'administration a des intérêts par rapport à l'agile, elle peut avoir une certaine fixité, elle peut avoir aussi des missions avec donc un certain, je dirais, un certain idéal. Et typiquement, je peux vous dire que les archivistes étaient portés par un certain idéal. Donc, ce n'est pas simplement faire un produit pour un chiffre d'affaires. Et puis, je dirais, recadrer et forcer à avoir une vision claire de temps en temps,
ça remet les choses en place, hein, ça évite de trop dériver et de se laisser emporter. Donc être amené de temps en temps à avoir des indicateurs bien clairs, à avoir du pilotage bien clair, ça fait du bien. Et de l'autre côté, bon, l'agilité versus l'administration, ça, tout le monde considère ça comme évident, que c'est beaucoup mieux, beaucoup plus souple, etc. C'est vrai. Mais ça peut aussi avoir sa complexité et ses inconvénients. Alors, si on arrive à mélanger vraiment comme il faut l'eau et le feu, et quelqu'un qui est dans cette salle qui m'a dit, bah oui, mais tu fais de la vapeur, tu fais de l'énergie. Et c'est magique. Alors, simplement, ce que je voulais aussi, c'est rendre hommage à l'équipe qui continue. Donc ça, c'est l'équipe Vitam actuelle. Alors, je ne sais pas si c'est exactement maintenant. Je ne vois pas Thierry, par exemple. Mais non. Et pour vous dire, là où je suis fier quand même de la réussite au bout du compte, on arrive à avoir un club de 66 utilisateurs, dont des sociétés privées, contributrices sur le logiciel libre en question, et puis pas contributrices pour faire semblant, on a évalué la contribution privée à plus de 2 millions d'euros. Et des collectivités, des sociétés de services, etc., etc. Donc on peut avoir une réelle efficacité avec un programme agile dans l'État, en gérant justement toute la complexité d'avoir de l'agile et de l'administratif en même temps. Et c'était le témoignage que je voulais vous faire aujourd'hui. Merci. Il y a des questions. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour ce témoignage, c'était chouette. La question que j'avais, c'est, vous avez dit qu'au bout d'un moment, vous pilotiez par, voilà, en gros, on a des moyens, on a du temps, et finalement, on va adapter le périmètre. J'imagine que les demandes de... Vous m'entendez mieux, peut-être? Ouais. J'imagine que les demandes de périmètre venaient aussi potentiellement de ces 8 directeurs. Comment on fait à un moment donné, parce qu'en plus, j'imagine que c'était une société de services qui travaillait évidemment avec vous, comment on fait pour que ces directeurs aient confiance aussi dans cette société de services qui développe, qui prend des fois du retard, parce qu'il y a des aléas, comment on fait pour les convaincre que c'est quand même la bonne façon de faire et de piloter par le temps et les moyens et pas par le périmètre? Alors, déjà, les 8 directeurs, pour être explicite, c'était en fait les 3 directeurs d'archives et les 3 DSI de chaque ministère. Donc ça aussi, c'est un peu hors norme. Les métiers et les SI s'étaient entendus pour faire une action commune. Et le directeur des archives de France, qui avait un rôle particulier, qui coordonnait l'ensemble des archivistes, et le DINUM, quelque part, qui était son homologue côté DSI. Bon. Les besoins... ils n'étaient pas exprimés forcément par les entités, ils étaient justement très bien gérés par le product owner. Donc on avait un product owner archiviste dans l'équipe. Alors, les archivistes ont une caractéristique que je retrouve d'ailleurs à l'INSEE, c'est que c'est un tout petit monde, ils se connaissent tous, et il y a une vraie cohésion. Donc ce product owner n'avait pas de mal à mobiliser l'ensemble des archivistes concernés, mais même au-delà des 3 ministères, parce que ce que je vous ai dit entre les lignes, sans vraiment vous le dire, le PIA nous avait mis comme condition de réussite du projet que ce soit réutilisé par le maximum d'utilisateurs hors des ministères en question. Donc notre design, on le faisait non seulement avec les 3 ministères, mais avec des représentants de toutes sortes d'autres entités archivistiques. Et donc, quelque part, on avait cette force. C'est-à-dire qu'on faisait sortir l'essence du besoin archivistique. Et donc, les ministères... Quand ils étaient vraiment déviants, ça pouvait arriver. Soit on disait c'est quelque chose de central pour le ministère, et dans ce cas-là, on le met dans le plan. Soit regardez de plus près, quoi. Pour donner un détail tout bête qui n'a rien à voir avec l'archivistique. Il y a certains ministères, enfin il y a un ministère qui était en Debian, les autres étaient plutôt en Red Hat. On a fait Red Hat et Debian, parce qu'on ne pouvait pas dire au ministère tu changes d'OS. C'était pas terrible, mais c'était comme ça.
Mais sur plein d'autres sujets, on a fait des arbitrages portés surtout par la communauté. Donc en fait, le travail de design a été particulièrement bien fait avec plein d'archivistes. Donc une des clés du succès du projet, ça a été aussi le fait que les archivistes soient fédérés et d'avoir une communauté qui allait dans le même sens en termes de métier. Oui, alors après c'était un cas idéal pour ça, parce qu'en effet c'est une communauté qui se connaît très bien, puis qui est issue d'une école des chartes, etc. Donc je dirais, ils ont une façon de penser très commune. Alors il n'y a pas que des chartistes, hein, il y en a d'autres, mais bon. Mais je pense que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est le PO qui a travaillé de manière très large avec les utilisateurs. Je pense que ça peut se répliquer dans une communauté qui n'est pas aussi forte que celle-là. Et donc s'appuyer sur un design qui est vraiment bien fait, en large collaboration. Vous avez parlé de sacrifier à l'hôtel de la direction. Je trouve ça normal qu'il y ait des compromis, de fait. Où est-ce que commencent les compromissions ? Typiquement, c'est ce que je vous ai dit. À mon avis, les compromissions, on les a mises dans le pacte d'origine, les limites. Quand je vous disais que c'est important de cadrer le reporting, si le reporting devient envahissant, parce qu'on a eu des périodes de crise, hein, mais les périodes de crise, on a dit, on gère, et puis on donnait une visibilité surtout. Donc, je pense qu'on a réussi aussi dans le sacrifice à nos divinités tutélaires en étant très transparents et leur montrer les moments où ça ramait vraiment. Et donc, ils ont eu confiance et ils ne nous ont pas harcelés non plus. Donc, mais en tout cas, par rapport à ce qui est compromission par rapport à l'agile, je dirais qu'il faut se donner des règles du jeu au démarrage et les conserver, quoi, même quand ça se passe mal. D'abord, merci beaucoup pour ce témoignage et bravo pour avoir joué l'eau et le feu en même temps, c'est difficile. C'est vraiment un exercice équilibriste. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris, peut-être que je n'ai pas assez bien écouté. Vous avez dit, Moscou, on ne refera jamais, on s'est cassé la figure au départ. Et puis ensuite, vous avez dit, mais on a fait du story mapping et ça nous a sauvés. Comment vous passez... Enfin, les deux me paraissent... Alors, le Moscou, j'ai dit on le refera jamais, enfin, on ne l'a jamais refait derrière, c'est quand vous prenez N utilisateurs qui n'ont pas forcément les mêmes besoins, les mêmes priorités, et que vous leur demandez de prioriser. Ça, c'est un truc fatal, tout devient prioritaire. Parce que chacun a ses trucs prioritaires, donc tout le monde va les mettre en must. Ça, c'était... Dans notre contexte, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je vous dis que typiquement, après, ce qui s'est vraiment passé, ce qui a fonctionné, c'est que le PO s'est vraiment chargé du design et a cherché à faire sortir ce consensus, mais dans des ateliers, dans des réunions, etc., pas avec un mécanisme aussi simple qu'un Moscou, et on y va, quoi. Donc c'est l'exercice Moscou, je dirais, qu'on ne fera plus jamais, c'est-à-dire que mettre tout le monde dans une pièce et en disant à la fin de l'après-midi, on a nos priorités, ça ne marche pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi, c'était très intéressant. Une question par rapport au fait, à un moment donné, vous avez évoqué qu'il y avait un sponsor qui était plutôt agiliste, ou en tout cas convaincu, et d'autres qui l'étaient un petit peu moins. Est-ce que aujourd'hui, ou à un moment donné, il y a eu un sentiment un peu de meilleure compréhension des autres directeurs par rapport à ça? Est-ce qu'il y a eu, on va dire, des adopteurs supplémentaires? Alors, le Dinzik était lui aussi un croyant non pratiquant à l'époque, vu que c'était Jacques Marzin qui avait fait Chorus avant, dans le genre pas agile, voilà. Bon. On avait quand même réussi à emmener avec nous les affaires étrangères et la culture, qui sont partis eux-mêmes dans un projet agile, parce que comme je vous ai dit, il y avait 4 projets dans le programme. Mais la défense, non. Et donc, on a quand même en plus connu un programme en articulant un projet cycle en V avec un projet agile, enfin avec 3 projets agiles, ce qui nous a simplifié beaucoup la vie. En clair, ceux qui pouvaient être convaincus l'ont été au démarrage, par le DINUM justement, enfin par le DINZIC, et les autres sont restés résistants jusqu'au bout.
Je ne sais pas s'ils sont passés en agile après, mais ça m'étonnerait. Non, oui, d'accord. Et le paye cher. Et c'est les derniers à implémenter le truc, c'est ça? Mais voilà, qui sont à la ramasse. Ah, excusez-moi. Un petit peu en retard sur l'implémentation des versions. Je pense qu'on va s'arrêter là. Eh bien, je vous remercie. Merci beaucoup.